Bonjour Lex, bienvenue pour ce premier podcast. Tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes un peu, que tu expliques ton parcours et ce que tu fais actuellement. Bonjour Hugo. Eh bien alors pour te répondre, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, donc moi c'est Lex. Je suis animateur depuis 2006, je suis directeur depuis 2011. Donc cursus BAFA en 2006, cursus BFD en 2011. Je suis devenu par la même occasion que mon cursus BFD, je suis devenu formateur BAFA aussi en 2011 et je suis aussi devenu formateur BAFD en 2014. Sur toutes ces expériences cumulées, j'ai environ, voire largement plus de 150 séjours derrière moi, sur des séjours de vacances et loisirs, donc plus communément appelés les colonies de vacances, sur des ALSH, donc plus communément appelés les centres aérés, sur des classes de découverte et aussi en hôtel club, village vacances. Et voilà, moi j'ai travaillé un petit peu avec toutes les tranches d'âge, avec tous les types de publics, comme je l'ai dit, dans un peu pas mal de types de structures différentes, voire quasiment toutes de celles qui existent dans l'animation. Et pour la petite histoire, moi je me suis formé principalement, donc surtout en tant que directeur et en tant qu'animateur avant tout ça, je me suis principalement formé avec les publics assez difficiles qui viennent des quartiers sensibles, un peu précaires de la France et de Navarre. Mais ça c'était pour mes débuts dans chacune des pratiques. En tant que formateur, je commençais avec un public un peu plus hétérogène, mais j'ai aussi rencontré des publics un petit peu plus difficiles par la suite. Et fort de toute cette expérience au printemps 2019, moi ma carrière dans l'animation a commencé en 2006, donc en 2019 ça faisait 13 ans que j'étais dans l'animation avec plus de 150 séjours derrière moi. Et j'ai décidé en 2019 de créer un centre de formation dématérialisé et non qualifiant qui s'appelle donc Animare, disponible principalement sur internet parce qu'il est dématérialisé pour une plus grande facilité d'accessibilité à tous. Et non qualifiant qui veut dire que je ne délivre pas de diplôme, pas de qualification. Tout ce que je fais, c'est transmettre du savoir. Et donc Animare s'adresse aux animateurs, aux directeurs, aux formateurs, bien évidemment tout ça au féminin aussi si ça les intéresse. Et je sais que ça les intéresse parce qu'il y a aussi des filles dans mon audience. Et donc sur Animare, donc à travers ces 3 canaux différents que je vais détailler dans quelques secondes, je parle donc d'activité, ce qui est plus classiquement connu dans l'animation. Je parle aussi de vie collective. Donc la vie collective, pour ceux à qui ça ne parle pas, la vie collective, c'est donc tout ce qui va concerner les instances de décision que l'on va prendre tous ensemble et aussi la régulation de la vie du groupe, par exemple au niveau de la gestion des conflits, des tensions, et après les instances de décision qu'on va prendre tous ensemble. Donc c'est tout ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a pas plu, et qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir de tout ça. Est-ce que c'est une décision qui vient des jeunes, est-ce que c'est une décision qui vient des adultes, est-ce que c'est une décision qui vient d'un collectif, d'un consensus des 2 parties. Donc tout ça rentre dans la vie collective. Et ensuite la vie quotidienne, la vie quotidienne, c'est aussi de ça que je te parle sur Animare, en plus de la vie collective et des activités. La vie quotidienne, c'est donc en fait tout ce qui va concerner les besoins individuels du public que tu vas recevoir ou que vous allez recevoir sur le terrain. Donc pour faire simple, on a besoin de s'alimenter, besoin de sommeil, besoin d'hygiène, etc. Tout ça, ce sont des besoins individuels qui vont être aussi à notre charge, à notre rôle dans nos différentes actions d'encadrant pédagogique. Et pour dire d'avoir monté un centre de formation de qualité et qui englobe un peu tous les différents volets de ce qu'on va rencontrer sur le terrain. Je t'ai parlé des 3 grands volets qu'on rencontre dans l'animation, donc les activités, la vie quotidienne et la vie collective. Et donc derrière, en fait, ce qui manque, à mon sens en tout cas, pour créer un centre de formation digne de ce nom, c'était donc aussi de parler de toute la réflexion pédagogique. La réflexion pédagogique, c'est tout ce qui va
guider nos actions. Pour faire simple, c'est tout ce qui va tourner autour du pourquoi, du comment, du pour qui, les messages qui sont véhiculés, les buts, les objectifs, la pertinence des différentes actions que l'on veut mettre face à nos différents publics. En gros, c'est se dire ce que je fais, à quoi ça sert, quel est le but de ce que je suis en train de faire ou d'apporter dans l'animation. Et donc, je parle bien donc ici d'action, et donc ces différentes actions où on peut avoir une réflexion pédagogique se retrouvent dans les activités, dans la vie collective et dans la vie quotidienne. Donc voilà, aujourd'hui ce que je fais, je suis donc formateur indépendant sur Internet à travers Animare. D'accord. Pourquoi as-tu choisi cette forme? Cette forme d'être sur Internet? Dire Animare, pourquoi tu as choisi Animare? Pourquoi tu as choisi de devenir formateur indépendant? Alors je pose la question parce qu'il existe déjà des centres de formation en OC, à l'UFCV, CMEA, qui sont des organismes de formation reconnus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toi, tu t'es dit, j'ai besoin de proposer quelque chose de différent de ces organismes et du coup, j'ai besoin de passer par cette forme. Alors, il y a eu plusieurs déclencheurs en fait. Le tout premier déclencheur, c'était au point de vue moi j'ai travaillé donc en tant que formateur dans plusieurs organismes de formation différents. Alors je sais pas si tu es au courant, mais je tais les noms des organismes avec lesquels j'ai travaillé, soit en tant que formateur, en directeur ou en animation. J'ai vu ça. Pour simple. J'allais te poser la question. Moi j'allais titiller un peu là-dessus. Ouais. Pour savoir justement quels étaient ces organismes-là. Si tu préfères ne pas les dire, ne les dis pas, c'est pas grave. Non, en fait, je donne pas la réponse pour deux grandes raisons. C'est déjà, dans un premier temps, pour ne pas leur faire porter des propos qu'ils n'auraient pas souhaité, qu'ils les représentent, ou alors pour lesquels ils ne souhaiteraient pas. Aussi, tu sais, il y a des organismes qui souhaitent garder leur savoir à l'interne de chez eux. Et aussi pour moi dans mes actions pouvoir garder aussi une totale liberté de parole et ne pas avoir de compte à rendre aussi derrière. Donc pourquoi Animare? Donc si c'est juste le nom Animare, on va en parler un petit peu tout à l'heure avec les questions que tu m'as envoyées. Pourquoi oui, Animare en tant que tel? Donc, déjà, mais au moins pour savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit je me mets moi-même à la formation et je crée ce centre de formation. Alors deux grandes raisons. La première, c'est le constat de réalité qu'il manque à beaucoup de personnes un accès à la formation continue de qualité avec le niveau d'un centre de formation sans passer par être membre actif ou salarié ou représentant d'un organisme de formation classique, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc le fait de travailler sur Internet, ça permet de toucher un public beaucoup plus large et qui lui aussi viendra quand il en aura besoin sans devoir déployer de moyens logistiques pour pouvoir me rejoindre, hormis payer sa connexion Internet tous les mois. L'autre côté aussi, pour faire simple, j'arrondis les angles, et c'est une volonté aussi d'indépendance de ma part. Et à la fois volonté d'indépendance, de vouloir travailler pour mes propres moyens, de mettre mon propre savoir, mes propres ressources à disposition des propres envies que moi j'avais envie de mettre en place. Et aussi le fait de me dire que j'avais quand même un parcours assez atypique dans l'animation. Je connais très peu de formateurs qui ont été formateurs BAFA, BAFD, dont dans 5 ou 7 organismes différents. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'on voyait pas forcément la même chose, voire même pas du tout la même chose, l'animation de la même façon dans ces différents organismes. Et
moi qui avais l'habitude de travailler avec une synthèse de tout ce que j'avais rencontré, et que pour l'avoir, ça a été compliqué, hein, mais pour avoir réussi à synthétiser ces différents courants dans une vision, dans une façon de travailler sur le terrain, ce qui est assez atypique et souvent on m'appelle l'extraterrestre de l'animation. Et du coup, je me suis dit que c'était aussi quelque chose que je pourrais faire profiter à un maximum de monde, cette expérience, parce que, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je pense qu'il y a de l'intéressant en fait dans tous ces différents organismes, et le seul moyen de tout compiler de ce que je trouvais d'intéressant dans tous ces différents organismes, ces différents courants pédagogiques, la seule façon de tout compiler pour en faire un condensé, c'était de prendre mon indépendance, parce que, je dis bien et je pèse mes mots, aucun organisme de formation avec lequel j'ai travaillé n'a voulu me suivre dans la démarche. D'accord. Alors, tu expliques souvent que tu as beaucoup d'expérience, que tu as, voilà, comme tu l'as dit, tu as vu différents centres de formation, et au-delà des centres de formation, que tu as fait beaucoup d'ACM, de GIS, d'ACM aussi. En quoi, pour toi, c'est important de préciser ça? Alors, déjà, premièrement, en fait, moi, je trouve ça important parce que le fait d'avoir cette grosse expérience permet... Alors attention, hein, je sais que je suis très loin d'avoir fait le tour de l'animation, parce que je suis très loin d'avoir fait le tour des humains, et je pense qu'il faut plus d'une vie pour ça. Mais ça permet quand même, je pense, de pouvoir d'un côté, c'est toujours une histoire de crédibilité, mais d'un côté, ça me permet de aussi avoir l'expérience du vécu, d'avoir pu mettre en pratique énormément de choses, d'avoir pu en découvrir énormément, et notamment par rapport par rapport à Animaré, centre de formation dématérialisé non qualifiant que j'ai mis en place sur internet. Ça me permet aussi de pouvoir parler de ce que j'essaye d'apporter comme contenu sur internet avec la force du vécu, parce que j'ai eu le temps aussi de l'expérimenter derrière. À côté de ça, sans parler d'Animaré, si je parle juste de l'animation tout court, ça m'a aussi permis d'avoir pas mal d'expériences, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, qu'elles soient neutres. Et ça me permet aussi de m'appuyer dessus, notamment surtout autour des réflexions pédagogiques, aussi de pouvoir anticiper, notamment au niveau des connaissances, besoins, caractéristiques des différents publics, parce que étant donné que je les ai fréquentés assez souvent, et tous, hein, donc principalement de 3 à 17 ans, mais aussi les publics adultes et seniors, j'ai quand même pas mal de comment dire, pour pas faire trop de tautologie à l'oral, c'est pas grave, je vais en faire pas mal d'expériences, de choses que j'ai pu tester, des récurrences que j'ai pu remarquer, des principes que j'ai pu tester, qui soient les miens, qui soient ceux des autres. Voilà, ça m'a quand même permis d'avoir un regard assez large, un échantillon test assez conséquent. Et après, l'autre point, toujours au niveau crédibilité, pourquoi je le dis sur internet, parce que on vit dans un monde de chiffres, et la preuve sociale, les chiffres aident à rassurer entre guillemets l'audience que tu vas avoir, et donc ça permet aussi quelque part d'asseoir sa crédibilité. Et je sais aussi que rares sont les encadrants à avoir autant de séjours derrière eux. Je les ai, je ne vois pas pourquoi je me priverais ou je les cacherais. Voilà. Oui. Bien sûr, je posais la question vraiment pour plus dans le sens, hein, que sur le côté internet. Je me doute que si tu le dis, c'est aussi parce que tu veux poser une forme d'autorité. Mais c'était au-delà. Qu'est-ce que justement, et donc là, tu t'as un peu répondu, c'est que du coup, c'est cette idée que tu as expérimenté beaucoup de choses. Et c'est là où j'aimerais justement un peu orienter mes futures questions, et sur justement le côté pédagogique. Tu dis que tu as fait
oui, tu as fait beaucoup d'expérimentations. Est-ce que, d'où sortent ces expérimentations? Qu'est-ce qu'à un moment, tu te dis, à quel moment tu t'es dit, là, justement, il y a un problème pédagogique, je sais pas, il y a quelque chose qui me titille, et du coup, voilà, j'ai ce problème-là, et comment tu t'es dit, je vais essayer de trouver la solution, et comment tu vas chercher. En fait, l'idée, c'est un peu de comprendre quel est le chemin que tu as parcouru pour à chaque fois faire ces expérimentations. Si tu as peut-être un exemple pour commencer, pour peut-être t'appuyer sur cette démarche, ça pourrait être intéressant, mais si tu n'en as pas, c'est pas grave, hein, mais l'idée, c'est quand même, voilà, est-ce que tu pourrais en parler un peu plus de cette idée du cheminement que tu fais à chaque fois entre le problème vers la solution? Ouais. En fait, je pense que j'ai toujours été un curieux de nature. Toujours. J'aime tester des choses. J'aime découvrir, à la fois découvrir, tester et analyser ce que j'ai fait. C'est dans mon sang. C'est comme ça depuis que je suis tout petit, en fait. Et du coup, moi, du coup, il faut remonter dans mes raisons profondes de l'animation, mais du coup, moi, en fait, j'ai découvert un petit peu l'animation, pas par hasard, mais voilà, comme beaucoup de jeunes, aux alentours des 17 ans, quand ils vont passer le BAFA et se dire, bon, voilà, ça peut faire une première expérience, on verra bien. Et en fait, le truc, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà, en travers de la gorge, j'avais gardé tous les encadrants et les séjours merdiques que j'avais eus, parce que j'ai fait beaucoup de centres aérés, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances en tant que jeune et tout ça. Et du coup, moi, j'ai toujours eu une obsession, c'est en tant qu'encadrant, c'est de laisser de bons souvenirs aux jeunes, au-delà de avant même de vouloir leur transmettre des choses. Et donc du coup, j'ai toujours cette idée de qu'est-ce qui plaît à côté du aujourd'hui avec la réflexion que j'ai acquis en tant qu'encadrant ouais, mais à quoi ça sert? Et du coup, j'ai toujours voulu chercher à comprendre quelles étaient les dynamiques des choses qui allaient plaire, qui allaient passer, et j'ai aussi une obsession de savoir qu'est-ce qui fait mouche à quasiment tous les coups, quitte à le réadapter, quitte à devoir mettre un petit peu d'eau dans son vin, mais je cherche tout le temps le principe qui fait mouche à tous les coups. Alors pour donner un exemple, comme tu disais, tu vois, par exemple au niveau des chants d'animation, moi, en tant que jeune, j'avais toujours du mal avec les chants d'animation qu'on essaie de nous apporter parce que premièrement, c'était toujours les mêmes. Et j'ai compris par la suite que principalement les animateurs qui nous les présentaient, soit n'étaient pas à l'aise avec le chant, ou soit n'aimaient pas le chant, ou soit ils aimaient bien le chant, ils étaient à l'aise avec, mais ils n'arrivaient pas à transmettre ce pep, cette énergie qu'il y avait avec le chant. Et donc du coup, en fait, parce que... Attends, excuse-moi. Hop, voilà, c'est mieux. Oui, et donc du coup, moi je cherchais parce que une fois j'avais eu un anime qui nous avait fait une anime qui nous avait fait une bête de chant. Je sais plus, je devais avoir 13, 14 ans, un truc comme ça. Et dans mon malheur, j'en avais oublié les paroles et j'avais juste 2-3 phrases par-ci par-là. Et donc ça m'avait quand même convaincu déjà en tant que jeune que le chant, ça pouvait être quelque chose de génial parce que le chant qu'elle nous avait fait, il était tellement terrible que même le personnel de cuisine chantait, dansait avec nous en fait. Et au-delà de tout le reste de la colo, hein, animation, direction, jeunes, les grands, les petits, parce qu'on était les ados et les primaires, c'était un truc de ouf. Et en fait, ça m'avait vraiment marqué. Comme un des meilleurs souvenirs de cette colo-là en fait. Et du coup après en tant que j'ai découvert ça aussi, enfin je l'ai découvert,
je l'ai compris, approfondi et retourné dans tous les sens une fois que je suis devenu formateur. C'est quelles sont les dynamiques du chant et pourquoi est-ce qu'on chante dans les séjours. En fait, je pense que c'est pour une raison simple. Donc, je dis je pense parce que c'est la synthèse que moi j'en fais. Hein. En fait, c'est que le chant est un outil de cohésion magnifique. Quand on arrive à faire chanter un groupe tous ensemble, on crée un sentiment d'appartenance au même groupe. Et en plus de ça, on soude aussi le groupe du fait que si on chante et si on par-dessus on danse par en plus tous ensemble au même moment, en fait on est en train de un petit peu de lâcher prise et de faire confiance à l'autre qui est à côté de nous pour pouvoir faire de l'expression et se lâcher un petit peu, passer un bon moment, sourire, danser, s'éclater. Le chant est vecteur de bonne ambiance et de cohésion au sein du groupe en fait. C'est quelque chose qui est énorme. Mais pour ça, il faut que le chant prenne. C'est prioritaire. Si le chant, même si on a une bête de chant et qu'il n'est pas mené avec entrain, que l'animateur, l'animatrice, le directeur, la directrice, le formateur, la formatrice qui l'apporte, soit n'est pas à l'aise avec le chant, soit ne le maîtrise pas, ou soit n'arrive pas à transmettre le peps, eh ben cette dynamique ne passe pas. Et donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai repris tous les chants qui venaient du terrain autour de moi pour les retravailler, voir ce qui marchait, ce qui plaisait pas. J'ai repris les chants que j'ai découverts dans les différents centres de formation où j'ai été et j'ai vu aussi ce qui plaisait le moins. J'ai aussi fait le tri entre les chants qui moi me parlaient plus ou pas. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un répertoire de chants qui... déjà, j'ai un répertoire de chants spécialisé pour un petit peu n'importe quel public. J'ai des chants pour les maters, j'ai des chants pour les 6-8, pour les 9-11, pour les 12-14, pour les 15-17, pour les adultes, pour les seniors. Et j'en ai en plus tiré, j'ai entre 3 et 5 chants que j'appelle 4-4, où je sais que je vais faire un carton, quel que soit le public, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit le nombre, et je vais donc réussir à transmettre cette dynamique de chant. Et en fait, pour faire simple, comme je sais que ces chants 4-4, ils cartonnent à chaque fois, partout où je vais, parce que aussi j'y mets le peps derrière, c'est quelque chose à ne pas négliger. Quand je transmets ces chants à d'autres personnes, je leur transmets aussi cette partie peps et énergie qu'il faut y mettre. En fait, je commence les dynamiques de chant sur un séjour avec un de ces entre 3 et 5 chants, ça dépend. Bon, c'est un petit peu, je dis entre 3 et 5, je veux pas rentrer dans les détails maintenant, mais je commence par cela, parce que je sais qu'ils font un carton partout où ils passent. Et ensuite, derrière, j'apporte des chants un peu plus adaptés au public que j'encadre à l'instant T. Et donc, du coup, ouais, ça a quand même demandé pas mal d'expérimentation, pas mal de tests. Déjà, l'expérimentation était juste pour savoir... ne serait-ce que les chants à la fois qui me plaisaient, avec lesquels j'étais à l'aise pour moi les proposer. Après, derrière, exactement la même chose pour les chants qui plaisent plus à tel ou tel public. Ensuite, la façon de transmettre les chants, t'as des chants qui sont énergiques, t'as des chants qui sont calmes, etc. Ça aussi, il faut s'entraîner à les répéter et c'est au bout de quelques fois. Après, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'une fois, et des personnes qui auront besoin de 10 fois, des personnes qui auront besoin de 20 ou 50 fois pour se roder sur la technique en elle-même, parce que le chant, en fait, ce n'est qu'une technique parmi tant d'autres au milieu de l'animation. Hein. Mais voilà, ouais, pour l'exemple, le chant avec ses dynamiques de cohésion, eh bien, voilà, il a quand même fallu que j'en teste pas mal pour arriver à la version que j'ai aujourd'hui, que je transmets. Et en fait, j'ai aussi cherché des chants qui sortent des grands classiques de l'animation. Parce que c'est aussi ça, des fois, travailler aussi sa crédibilité, son autorité, comment dire, le bien-être aussi du public. Tout le monde aime la nouveauté.
tout le monde aime la nouveauté, donc le public aussi, et tout le monde éprouve une lassitude avec la routine que l'on connaît déjà par cœur depuis tout le monde connaît au cri-cri, au crack-plouf, tout le monde connaît le renard qui passe, etc. Voilà, donc du coup, c'est normal aussi que les jeunes, quand ils bouffent ça, voilà, ils ont 10 ans, ils bouffent ça depuis qu'ils ont 3 ans, ou alors encore pire, quand ils ont 17 ans, ils bouffent ça depuis qu'ils ont 3 ans, eh ben c'est normal aussi qu'au bout d'un moment, eux, ils décrochent complètement avec ça, parce qu'ils en ont marre, ça les saoule en fait. Et donc le fait de leur apporter des chants qui sortent des grands classiques de l'animation permet aussi de les raccrocher à la dynamique de chant. Et par-delà tout ça, le chant se perd dans l'animation, il y en a de moins en moins des chanteurs. Alors là, c'est vrai que tu as pris l'exemple du chant, et puis du coup, tu as posé ici une interrogation qui est oui, qui est assez actuelle, qui est qu'on perd effectivement le chant. Alors je pense que, comme tu dis, c'est aussi parce que tout le monde ne maîtrise pas le chant, que c'est quelque chose qui est assez difficile à maîtriser en début d'animation surtout. Hein, je pense que quand on commence, c'est pas une des choses si on est déjà mal à l'aise avec le chant, je pense pas que ce soit une orientation qu'on peut avoir tout de suite en disant tiens on va se mettre au chant, surtout quand on sait que déjà animer ça peut être compliqué quand on débute, alors du coup chanter en animant c'est encore plus dur, mais au-delà de ça, du coup tu disais tout à l'heure justement que ton centre de formation s'appelait Animaré, et donc là tu parlais justement de cette idée de mettre en vie une question pédagogique, hein, tu as dit le chant ça crée de la cohésion, et donc du coup c'est là où tu t'es interrogé et tu t'es dit bah du coup comment je vais faire pour au final créer de la cohésion au sein de mon groupe en utilisant le chant. Et donc du coup est-ce que là il y a du lien avec cette question de l'animaré, du centre de formation que tu fais, enfin est-ce que c'est de la même sensibilité ou c'est encore autre chose? Tout est en lien. En fait, j'ai cherché à avoir au sein d'Animaré des orientations pédagogiques qui collent avec chacune des actions que je vais vouloir mettre en place. Alors, tu veux que je développe un peu sur Animaré pour en revenir là? Bah, du coup, c'est pas forcément. Alors, tu peux, hein, bien sûr, mais c'était cette idée un peu de comprendre quelle forme pédagogique tu poses dans la formation, quels sont les enjeux que tu amènes un peu dans cette formation. Dans ces formations, dans ce que tu proposes en fait, donc du coup dans ce que tu fais et dans le travail que tu fais actuellement. Yes. Alors bon, je vais donc dégrossir un petit peu Animaré. Donc en fait, si tu veux, moi, j'ai créé Animaré en suivant les enseignements d'un mentor bien connu, mais qui n'est pas à la base un mentor de l'animation, alors que c'est quand même un pédagogue. Mais dans sa discipline à lui-même. Alors c'est pour son nom cantonné, il s'appelle Lee Jun Fan, et pour le nom plus commun, il s'appelle donc Bruce Lee. Et en fait, Bruce Lee avait à son époque créé une méthode révolutionnaire au sein des arts martiaux et sports de combat. Alors oui, pour la petite histoire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Bruce Lee ou qui connaissent en survolant Bruce Lee n'était pas qu'un acteur de cinéma. C'était l'un des plus grands maîtres des arts martiaux. En tout cas, c'était le plus grand maître des arts martiaux des temps modernes. Ça, c'est avéré. C'est pas pour rien que le jeu UFC l'a mis en personnage de légende à débloquer. Et c'est peut-être aussi un des plus grands maîtres des arts martiaux, voire peut-être de tous les temps. Et en fait, il a révolutionné complètement ce monde-là avec un principe simple. En fait, c'est de se dire il n'y a pas de technique ou de discipline supérieure. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Maintenant, le mieux de tout à faire, c'est d'aller toutes les rencontrer, d'en retirer tous les inconvénients et d'en faire une synthèse personnelle avec tous les avantages que l'on va y rencontrer. Bien évidemment, il y avait quand même une base sur laquelle travailler.
Et pour très rapidement, Bruce Lee a quand même établi le Junfan Kung Fu, qui est le pied-point de Bruce Lee, le Junfan Kickboxing, qui est aussi un autre style de pied-point, et le Junfan Grappling, qui est un style de corps à corps. Et après, bon, bien sûr, il y avait tous les combats armés et tout. Mais bon, je ferme la parenthèse sur Bruce Lee, que je réouvrirai peut-être. Moi, j'aimerais justement regarder un peu plus, si ça te dérange pas. Vas-y. Un peu plus loin, justement, sur cette influence. Est-ce que tu pourrais, donc du coup, tu disais, donc il va chercher un peu partout. Est-ce que tu aurais quand même une idée d'une forme de théorie qu'il aurait posée qui serait en lien avec la pédagogie? Oui. En fait, Bruce Lee a créé toute une théorie autour de l'eau. L'eau, et donc je vais faire tomber le masque tout de suite. Le lien avec l'animation, c'est l'adaptation. Bruce Lee disait, si tu mets de l'eau dans une bouteille, l'eau va prendre la forme de la bouteille. Si tu la mets dans une théière, elle va prendre la forme de la théière. Si tu la répands par terre, elle va prendre la forme du sol. L'eau peut détruire comme l'eau peut adoucir. En fait, l'eau s'adapte à toutes les situations. Et donc, Bruce Lee disait, be water, my friend. Donc, sois comme l'eau. Et en fait, du coup, réagir comme l'eau, c'est dans l'animation, comme dans les sports de combat, c'est s'adapter à toutes les situations que l'on va rencontrer en essayant de sortir un petit peu des dogmes, parce que les dogmes nous empêchent toujours, à un moment, d'être pertinent et efficace face à la situation donnée. Peut-être que dans 80% des cas, le dogme sera très bien, il n'y aura pas de souci, ça passera, mais il reste le 20% des cas. Et pour le 20% des cas, si on reste dans le dogme, on risque parfois de se cracher. Et donc, qu'est-ce que ça demande à côté? C'est d'avoir une certaine capacité d'adaptation dans l'animation, de pouvoir s'adapter à une structure, de pouvoir s'adapter à un public, de pouvoir s'adapter à une équipe, de pouvoir s'adapter à une pédagogie véhiculée. Et en fait, du coup, le fait de s'adapter aussi, ça demande quand même une certaine ouverture d'esprit. Et justement, de faire cette démarche de aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que si on ne connaît qu'une seule voie, on ne peut pas s'adapter. On est obligé de suivre la voie. Tandis qu'à partir du moment où on en connaît déjà deux, on peut en suivre une, et au moment où on a besoin de l'autre, on bifurque, et s'il le faut, on reviendra sur la première ou on restera sur la deuxième. Si on en connaît 3, 5, 7, 8, 12, eh bien, ça nous permet quand même de faire face à beaucoup plus de situations que l'on peut rencontrer sans perdre pied. Parce que c'est peut-être aussi ça qui peut être difficile dans l'animation, c'est des fois sortir des sentiers battus. On a un public, on a des collègues, on a des responsables, et tout ça, ça peut foutre la pression en fait. Et si on n'est pas forcément préparé, de serait-ce que ne savoir d'où est-ce qu'on va mettre les pieds. Donc, déjà, des fois, on va mettre les pieds en les ayant jamais vraiment mis. Mais si au moins on sait où est-ce qu'on va les mettre, c'est déjà toujours beaucoup plus rassurant. Quel chemin je vais prendre? Maintenant, s'il faut devoir sortir des sentiers battus pour créer son propre chemin, ça peut être super stressant, voire handicapant pour les personnels dans l'animation en fait à ce moment-là. Et oui, je pense que la grande force et le grand lien entre Bruce Lee que je fais avec l'animation, c'est cette force et cette capacité d'adaptation en fait. D'accord. Est-ce que c'est aussi une valeur que tu veux retranscrire aux enfants? Oui, parce que moi c'est un message que j'essaie de leur transmettre, que ce soit de manière explicite ou implicite. C'est que la vie n'est pas un chemin droit et rectiligne. La vie est quelque chose pour les... Je pense que je développe un petit peu, hein, mais ce que j'essaye de transmettre aux jeunes à travers différentes méthodes pédagogiques, c'est pour savoir, alors soit déjà de choisir son propre chemin,
ou alors voire même quand on a du mal à choisir son propre chemin, c'est analyser la situation qu'on a, en retirer le positif, le négatif, et chercher des solutions que l'on pourrait apporter par la suite, soit par rapport au négatif que l'on a vécu, soit par rapport aux envies que l'on a envie, enfin que l'on veut mettre en place, ou alors qu'elles soient de ce qui marchait avant ou de nouvelles choses que l'on veut apporter. Et en fait, du coup, tout ça, à chaque fois, ça demande de l'adaptation parce que quiconque a monté un projet sait que ça se passe rarement comme on l'avait pas prévu sur le papier. Et donc, oui. Excuse-moi. Est-ce que tu as un exemple de démarche pédagogique que tu utilises justement pour pouvoir amener cette valeur au sein des enfants? Oui, ben alors l'exemple le plus concret et qui parlera le plus à plus de monde, je pense, c'est tout simplement les réunions de jeunes. Alors on peut les appeler sous plein de noms, c'est les conseils, les forums, etc. Il y a plein de façons de les appeler, ou alors en plus de ça, moi ce que je fais avec les réunions de jeunes, c'est que j'essaye d'y apporter une forme active, c'est-à-dire que on va à chaque réunion changer de méthode. Alors le principe du changement de méthode, c'est de passer d'une parole anonyme à ensuite une parole de groupe pour enfin arriver à une parole assumée devant tout le monde vers la fin de ces jours. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué aussi que si on arrive dès les premières réunions, quand on se connaît à peine et qu'on laisse la parole libre, eh bien on se retrouve avec la loi de Pareto qui apparaît. Il n'y a que les 20% de leaders dans l'âme qui vont se mettre à s'exprimer et à parler. Et si en plus on va jusqu'au bout de cette dynamique-là, le problème c'est que les 20% de leaders, au bout d'un moment, eh ben ils finissent par se bouffer entre eux, et donc il y en a un qui finit par émerger, et donc ça finit par devenir le séjour d'une seule personne. Moi je trouve ça un petit peu dommage pour les 99% d'autres, ou à minima 80%. Et du coup, en fait, en fonctionnant avec ce style de méthode, on passe, au lieu d'avoir 20% de prise de parole immédiate au moment de la parole libre, en passant d'abord par une parole anonyme, puis une parole de groupe, avant d'arriver à la parole libre, ou en tout cas parole individuelle et assumée devant tout le monde, on se retrouve à la fin quand même avec plutôt 60% de prise de parole spontanée au niveau du groupe. Donc, on n'arrive pas à 100%, mais je pense que c'est toujours mieux, c'est toujours plus représentatif du groupe à ce moment-là. Et donc en fait, le fait de passer par ces différents stades de prise de parole, ça permet d'avoir confiance pour les personnes qui n'osaient pas la prendre spontanément. Ça permet de se dire, ah putain, j'ai pu parler, j'ai pu m'exprimer, et en plus ce que j'ai dit, non seulement ça a été entendu, mais putain, il y a eu des actions qui ont été mises en place derrière. Et en fait, du coup, après, bien évidemment, il y a toute la démarche d'accompagnement sur les actions et tout, voilà, qui se déroule. Mais je pense que c'est, je pense que c'est aussi ça la vraie démocratie. Je pèse mes mots, hein. Je pense que c'est aussi ça la vraie démocratie. Ce n'est pas que le fait de choisir qui va décider à notre place. C'est de dire ce qui va, de dire ce qui va pas, de proposer des solutions et avoir les moyens, en tout cas au moins d'avoir les moyens de mettre en place les solutions qu'on a décidées. Après, est-ce que on va les mettre en place? Ça, c'est une autre question, mais au moins on a les moyens à disposition. Et en fait, du coup, pour revenir donc à mon fil précédent, du coup, donc derrière, donc il y a toute une démarche de méthodologie de projet qui est transmise aux jeunes en plus derrière, parce que à chaque réunion de jeunes, il y a des idées pour l'avenir qui sortent, et donc derrière ces idées, si c'est juste pour les avoir sorties et après on les jette à la poubelle, j'estime qu'il fallait même pas faire la réunion. Personnellement, ça sert à rien. On a juste fait miroiter des chimères à tout le monde pour ne rien en faire derrière. Donc du coup, après derrière, on engendre des dynamiques de projet. Et dans ces dynamiques de projet, eh bien, il y a des aléas, il y a des imprévus, et il va falloir s'adapter à un moment ou à l'autre pour essayer de faire en sorte que le projet colle le plus possible à l'idée d'origine.
un protocole précis alors pas sur la globalité de la démarche, mais au moins sur ce temps voilà, de réunion de jeunes ou de forum. Bon, ouais, on peut citer tous les noms, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a plein de noms, mais est-ce que tu as un protocole précis qui permet justement d'éviter que ces 20% soient uniquement eux qui puissent parler, et que ce soit, comme tu dis, 70% ou 80% des enfants qui parlent durant cette réunion? Ouais, alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un produit que je suis censé mettre en vente d'ici quelques mois. Mais je vais quand même te répondre. Donc tu vas teaser un peu le truc, d'accord. Je vais quand même te répondre. Alors en fait, donc comme je te disais tout à l'heure, c'est très important de passer d'abord par la parole anonyme pour ensuite chevaucher sur la parole de groupe pour ensuite slider sur la parole individuelle. Et en fait, dans ces trois dynamiques, donc anonyme, groupe et individuel et assumé, il y a différentes méthodes que l'on peut mettre derrière et qui en fait ont toute une certaine gradation, donc plus ou moins anonyme pour ensuite passer de plus ou moins groupé pour ensuite passer de à l'individuel mais de plus ou moins libre pour arriver à la fin sur le libre total. Mais ouais, donc ce sont des méthodes que j'ai découvert centres de formation différents, sur le terrain, aussi même certaines que j'ai mis en place, que j'ai réfléchi donc qui sort de mon invention en fait. Où je me disais il faut un principe et maintenant il faut que je l'applique. Mais oui, ce sont en fait des méthodes qui, moi je fonctionne avec un minimum. Bon donc à minima il y en a 3. Mais si possible, sur les séjours d'au moins 2 semaines, j'aime bien tourner avec un minimum de 9 méthodes différentes. Je peux monter à 12 voire 15 selon le séjour. Mais après, ce qu'il y a, c'est que en fait, tous ceux qui ont mis ça en place avec les jeunes savent que ça prend un petit peu de temps quand même dans la journée de faire ces genres de petites réunions de jeunes, de forums, de conseils, d'assemblées, voilà. Et aussi, ce n'est pas forcément quelque chose qui est demandé, on va dire pour rester un petit peu soft dans mes propos, qui est demandé par les jeunes, du moins dans les premiers temps. Après, une fois qu'ils ont compris à quoi ça sert, après la première à la deuxième, si c'est eux qui reviennent demander, mais pas forcément immédiatement. Et au plus ils vieillissent, au moins ils veulent y goûter spontanément. Mais du coup, excuse-moi, j'ai perdu ce que je voulais dire. Au final, oui, dans l'idée, ce que j'ai compris, c'est que la démarche est plutôt lente et prend du temps, et que du coup, il y a quand même 3 étapes, ou 3 ou plusieurs étapes. Dans l'idée, c'est qu'au début, on parle vraiment de l'idée que c'est anonyme vers à la fin, où chaque enfant peut directement donner son avis. Je me souviens de ce que je voulais dire, Hugo. Excuse-moi, je me souviens de ce que... On arrive vers la fin. Je vais te poser 2 dernières questions. Hugo, excuse-moi. Est-ce que tu as encore des problématiques pédagogiques? Alors autant sur justement sur le centre de formation où il y a des problématiques que tu as peut-être avec tes élèves, ou autant si tu continues à être sur des ACM, à diriger ou animer donc sur ces ACM, est-ce que tu as encore des problématiques pédagogiques que tu n'arrives pas encore forcément à résoudre, ou en tout cas tu es en questionnement actuellement, et comment tu penses justement les résoudre? Alors, je vais juste retrouver, comme j'ai retrouvé ce que je voulais dire, je vais juste le dire et après je te réponds tout de suite. Ah bon, vas-y. Pour revenir sur les réunions de jeunes, en fait, je préconise quand même de ne pas les mettre tous les jours. Parce que c'est quand même quelque chose qui prend du temps dans la journée, et aussi qu'on peut facilement arriver à un certain niveau de saturation, surtout si on ne varie pas la méthode. A fortiori, si on ne varie pas la méthode, je déconseille de mettre ça en place tous les jours. Après, chacun fera comme il voudra sur le terrain. Alors, pour répondre à ta nouvelle question,
Oui, eh bien, j'ai toujours des enjeux. Et en fait, moi, j'ai un principal enjeu contre lequel je me bats. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Et d'où le fait que j'ai créé Animare. Donc, pour rappel, Animare, ce centre de formation porte ce nom parce que Animare, en fait, animer, l'animation, sa racine étymologique, c'est animare en latin, qui signifie donner vie. Et donc moi j'estime aussi d'un côté que donner vie, c'est loin d'être assez dans l'animation. C'est trop facile de donner vie. Derrière, chez les humains, depuis la nuit des temps, la création de l'espèce humaine, logiquement, après. Attention, hein, je ne vais pas parler de responsabilité ou pas, mais logiquement, ce que les humains font une fois qu'ils donnent la vie, principalement à leurs enfants, mais normalement même à des groupes sociaux, normalement, derrière donner vie, on est censé éduquer et émanciper. Et alors, éduquer, qu'est-ce que c'est? C'est donner des règles de socialisation, donc des règles d'interaction, les limites à ne pas franchir avec les uns les autres. Et après, à côté de ça, ce qu'on peut se permettre, ce qu'il est bien de faire, etc. Et émanciper, qu'est-ce que c'est? C'est transmettre du savoir pour rendre les autres autonomes par la suite. Et du coup, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut se voir dans n'importe quel aspect, dans les activités. Une activité, si on y réfléchit bien, elle a un côté éducatif et émancipatif. Dans la vie collective, pareil, quelle que soit l'action, elle peut avoir un côté éducatif et émancipatif. La vie quotidienne, pareil. Voilà, même dans les objectifs pédagogiques que moi j'ai mis en place, il y a toujours la même chose en fait. Mais bon, voilà, moi, tu sais, je dis tout ça et je pense que, voilà, je vais pas forcément le développer très loin ici, mais je pense quand même que c'est quelque chose qui est d'un niveau de réflexion pédagogique qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Certes, très bien. Mais je pense quand même, à côté de ça, que sans vouloir aller jusque ce niveau de réflexion-là, je pense quand même que en majorité, les encadrants pédagogiques sur le terrain manquent de formation. Ils manquent de formation pour plusieurs raisons. Soit à cause de la qualité ou de la durée de leur formation en organisme de formation. Alors, c'est pas que je veux cracher dans la soupe, mais pour y avoir mis les pieds dans plus d'organismes de formation que la plupart du commun, je sais de quoi je parle en disant que c'est pas parce que c'est centre de formation que ça veut dire équipe de qualité. Il y a des centres de formation. Le centre de formation en lui-même, l'organisme, moi je lui reproche absolument rien, aucun des organismes avec lesquels j'ai travaillé. Maintenant, comme partout, il y a des humains. T'as des équipes qui sont plus ou moins qualitatives et voire même dans les centres de formation, t'as des équipes de merde. Ça arrive aussi régulièrement et malheureusement pour les stagiaires qui rencontrent ces équipes-là, ils n'ont pas une formation de qualité et deux, on en voit les conséquences sur le terrain une fois qu'ils y arrivent en fait. Et bon, voilà. Et après, au-delà de ça, même pour les formations de qualité, comme la plupart du personnel dans l'animation est sur du cursus volontaire, donc c'est-à-dire BAFA, BAFD, je suis le premier à le dire, hein, pour avoir formé des BAFA, pour avoir formé des BAFD, c'est super. Alors, attention, là, ce coup-ci, je reproche rien du tout aux organismes de formation. Enfin, en tout cas, même précédemment, c'était pas aux organismes, mais plutôt aux membres de ces organismes que j'avais des reproches à faire. Mais voilà, le BAFA, comme le BAFD, on a à peine le temps de voir les bases des rôles et fonctions qui vont nous attendre sur le terrain, soit au BAFA, soit au BAFD, et voir si je dois être sérieux et cohérent avec moi-même. On a à peine le temps de survoler les bases. On n'a même pas le temps d'y rentrer en profondeur. Combien sont les centres de formation qui parlent à peine de la vie quotidienne? Combien sont les centres de formation qui ne parlent pas du tout de la vie collective? Et c'est pour une raison simple, c'est parce qu'on n'a pas le temps. C'est trop court. On ne peut pas se permettre de faire des modules de formation en 5 minutes. Ce n'est pas possible, en tout cas, ou alors c'est pas qualitatif. Donc il y a plein de choses comme ça. Je pense aussi que ce qui peut manquer comme formation,
enfin, d'où le fait que certains encadrants pédagogiques sont en manque de formation, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, Hugo, c'est compliqué, ça peut être difficile d'avoir accès à la formation continue en étant membre d'un ou encore pire de plusieurs organismes de formation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a deux solutions. Soit il faut être coopté, donc c'est-à-dire avoir été repéré par l'organisme et qu'ils te disent viens chez nous, viens copain, viens, on a vu que t'as des belles choses à transmettre, donc viens chez nous. Alors même des fois t'as des organismes qui disent tu viens chez nous, on veut pas te voir ailleurs, tu vois. Mais bon, ou alors l'autre solution pour avoir accès à cette ressource-là, parce que la ressource est énorme, hein, quand tu rentres dans ces centres de formation, tu as accès à une ressource de dingue. Ou alors il faut postuler un petit peu, comme si tu postulais dans une entreprise, entretien, motivation, etc. Et donc en fait, il y a énormément de filtres à l'entrée. Et ça, c'est pas facile d'avoir accès à donc du coup une formation continue de qualité. Donc du coup à côté de ça, qu'est-ce qui reste? Il reste le terrain premièrement, mais le terrain c'est la loterie. On n'a pas forcément tous accès sur le terrain à des mentors de qualité ou alors des références dans l'animation. C'est pas forcément vraiment donné à tout le monde, voire même si je veux être cohérent avec ce que je pense, ils sont de plus en plus rares. Et voilà, du coup, c'est vraiment pas donné du tout à tout le monde et c'est compliqué d'avoir accès soit à de la ressource déjà des fois de qualité directement dans la voie classique, et après sur la formation continue sur le terrain c'est pas forcément évident. Après il reste internet, mais aussi sur internet, eh bien je pense que tu le sais comme moi Hugo que il y a tout et n'importe quoi sur internet. Ce qui manque peut-être aussi un petit peu, c'est de l'ordre du classement, je veux pas dire du sérieux, parce qu'il y a vraiment notamment sur les groupes Facebook, hein, il y a des personnes qui donnent vraiment du savoir très 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 intéressant sans avoir monté une vraie structure, entité, on l'appelle comme on veut, dématérialisée, mais juste qui sont là et qui transmettent, qui prennent du temps pour les autres. Mais je veux dire, même là, c'est pas forcément super ordonné, c'est un petit peu plus un peu en freestyle. Alors attention, hein, je veux pas dire que Animare est le roi de l'organisation, hein, mais en tout cas, je pense que c'est un peu plus quand même centralisé. Et après, ce qui, je pense, peut être difficile aussi pour les encadrants pédagogiques sur le terrain qui manquent de formation, c'est quand ils vont finir par rentrer dans une routine, et une routine de pratique, parce qu'ils les renouvellent pas, ils les remettent pas en question en fait. Et le truc en fait, c'est que pour moi la routine c'est simple, c'est un moteur négatif. La routine, derrière routine, ce qui est engendré, c'est la lassitude, et ce qui va être engendré par la lassitude, c'est soit la fuite dans le meilleur des cas, donc c'est-à-dire que les encadrants pédagogiques étaient de qualité, comme ils sont de routine, ils en ont marre, ils vont se barrer, ils vont aller faire autre chose. C'est dans le meilleur des cas. Ou alors voir derrière, c'est le danger, parce que certains encadrants, quand ils sont dans la routine, dans la lassitude, et ben au bout d'un moment ils en ont plus rien à foutre. Sécurité, législation, ça leur passe dessus l'épaule, et on se retrouve avec de vrais dangers sur le terrain, et voire même certains n'ont pas besoin de passer par la phase routine pour pour devenir des dangereux. Et du coup, j'entends ce que tu dis. Je suis plutôt d'accord. Alors, du coup, par contre, il y a une chose qui me questionne dans ce que tu dis. Tu parles donc de ce qui est qualitatif et non qualitatif. Est-ce que tu pourrais un peu plus préciser qu'est-ce qui est pour toi qualitatif? Parce que du coup, je me questionne dans le sens où peut-être ce qui est pour toi peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre et inversement. Et notamment, je dis ça pour les groupes Facebook où certaines personnes trouvent des ressources, trouvent justement beaucoup de ressources via les groupes Facebook et pourraient trouver que c'est justement un espace qualitatif. Donc, qu'est-ce que tu considères comme qualitatif? Alors, déjà, dans un premier temps, la première chose qui, pour moi, ce qui définit le qualitatif chez l'encadrant pédagogique, c'est quand on comprend
immédiatement que son seul intérêt est celui de son public, que son intérêt supérieur est celui de son public. Là, déjà, ça se sent tout de suite, là, tu vois, à ce moment-là. Donc ça, pour moi, c'est la base, parce que on peut aussi facilement se rendre compte que certaines ressources ou méthodes sont transmises avec l'intérêt supérieur de l'adulte qui va être sur le terrain pour son propre kiff à lui. Alors voilà, ça se sent aussi tout de suite immédiatement. Mais bon, ça c'est pour la règle générale. Maintenant, ensuite, pour vraiment spécifier ce qui à mes yeux est ressources ou méthodes de qualité transmise, c'est tout simplement quand elle est développée. Et après, tout dépend du niveau de la personne qui va la transmettre, hein. Mais pour moi, c'est de qualité à partir du moment où on a le quoi, le comment, à minimum, le quoi et le comment, c'est-à-dire d'avoir le squelette de la ressource ou de la méthode que 1, 2, 3 que l'on transmet, que l'on véhicule. Ça c'est un minimum d'avoir le squelette. Après, bien sûr, derrière, on peut rajouter le squelette, c'est tout ce qui va faire que l'action. Donc je répète qu'une action peut être en activité, en vie collective ou en vie quotidienne, que l'action va tourner, va fonctionner. Donc c'est le minimum vital pour que ça tourne. Donc ça peut être de la prépa, ça peut être du matériel, ça peut être une organisation. Selon l'action de quoi on est en train de parler, le squelette ne sera pas forcément, voire pas du tout le même. Après, bien sûr, par-dessus, on peut faire un habillage. Donc, l'habillage, c'est tout ce qui va tourner un petit peu autour du contexte, voire peut-être de la trame, voire peut-être de l'imaginaire, peut-être du décor, du costume, de la voix. Mais ça, c'est secondaire. Ça, c'est pas la priorité. Tout ce qui va être habillage, si on n'a pas un squelette efficace d'abord, l'habillage va se casser la gueule une fois arrivé sur le terrain. C'est l'important, c'est d'avoir un squelette de qualité. Et si en plus par-dessus, on peut avoir la réflexion pédagogique qui tourne derrière, alors là c'est le top. Donc si on a le squelette, la réflexion pédagogique, là c'est ce que j'appelle vraiment de la qualité énorme. Et donc dans la réflexion pédagogique, en gros c'est d'avoir le quoi, le pourquoi, le pour qui et le comment. Donc voilà. Et donc en fait voilà, pour donner un exemple simple sur ce qu'on peut rencontrer sur les groupes Facebook. Pour moi, quand j'observe plutôt des demandes de ressources, principalement activités, parce que c'est principalement ce qui est demandé sur Facebook, activités adaptées soit à une tranche d'âge, soit à un thème. Bien sûr. Oui, voilà. Du coup, pour moi, à partir du moment où quelqu'un t'explique une activité, au-delà même du nom du jeu, mais qu'elle te dit comment elle se déroule, étape 1, étape 2, étape 3, tu peux mettre ceci, tu peux mettre cela, tu peux l'adapter comme ci, tu peux l'adapter comme ça. Et si en plus par derrière, il y a il y a ça qui est engendré, tel est le but, tel est le message, tel est l'objectif. Là, on est vraiment dans le top qualité. Maintenant, si c'est juste avoir... Ça arrive pas. Après, je pense pas que Facebook ou les groupes Facebook soit à vocation formative à la base, mais plutôt informative. Tu vois, c'est-à-dire que du coup, là où toi, tu vas avoir un rôle, comme tu dis, où tu vas te donner la fiche, le pourquoi, le comment, etc., Facebook va plutôt en renvoyer vers, en disant, bah voilà, j'ai pas, le loup-garou, c'est l'exemple basique, je cherche un jeu de veillée pour les ados, loup-garou. Du coup, la personne va chercher loup-garou sur Google, et là, elle va peut-être tomber sur un site de formation qui, lui, va préciser un peu plus donc je comprends bien ce que tu veux dire, et c'est pour ça que je voulais préciser sur cette question de la qualité, parce que là du coup c'est pour moi, c'était là où c'est important ce que tu viens de dire, c'est quand on met comme tu dis un squelette, donc le quoi, le comment, et pour moi je pense que même dans le quoi, quand tu dis on met justement une réflexion pédagogique, pour moi le quoi c'est la valeur pédagogique, c'est là où elle est la question pédagogique, c'est quoi, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, quelle valeur on veut mettre dedans, et donc du coup tu te rejoins sur cette question du squelette.
Je vais finir avec une dernière question. On est restreint par le temps, hein, sinon on pourrait continuer, hein, comme tu sais. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Des livres à conseiller. Juste un, pas forcément plusieurs. Hein. Un seul? Bah allez, tiens, celui que j'ai sous la main. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible à l'édition, mais en tout cas, pour ceux qui le trouveront, c'est vraiment de l'or en barre. Ce livre est donc l'auteur, c'est Gisèle Defailly. Pour la petite histoire, fondatrice des CMA, Gisèle Defailly. Oui, effectivement, la fondatrice des CMA. Et ce livre s'appelle Le Moniteur, la Monitrice, sous-titré La colonie de vacances. Alors, bien évidemment, elle parle principalement de colo, mais qu'on soit en classe de découverte, en centre aéré, ou voire même en animation, village vacances, hôtel club, il y a quand même des perles à récupérer là-dedans. Et c'est donc aux éditions, les éditions du Scarabée. Ok, merci beaucoup. Mais avec plaisir, Hugo. Ça fait un plaisir. Bon. J'arrête l'enregistrement là. Est-ce que toi, du coup, ce que je te disais, est-ce que dans ce que tu as dit pour l'instant, ça va, tout va bien? Est-ce qu'il y a des choses déjà que tu dis, je sais pas trop si tu veux que je le garde en diffusion ou pas? Il y a absolument rien à supprimer. Ok. Bon, bah c'était un plaisir. C'était chouette d'avoir entendu tout ça. Voilà, bah, je te tiens au courant. Et puis, si tu as d'autres questions, n'hésite pas avant de raccrocher. Eh ben, déjà, plaisir partagé, Hugo. Moi, tu sais, tant que je parle animation, comme tu l'as dit, je pourrais en parler toute la journée. Hein, y a pas de souci. Et donc, les animateurs, tout le monde. Eh bien, du coup, si ouais, j'ai quand même quelque chose à dire. Pour conclure, eh bien, premièrement, je te remercie d'avoir fait appel à moi. Même si c'était pas prévu comme ça à la base, je ne suis pas peu fier d'être le premier à passer. J'espère que ça ne te portera pas préjudice parce que je ne fais pas l'unanimité sur Internet. Et en fait, là-dessus, t'inquiète pas. Au contraire, justement, je cherche pas forcément des gens qui font l'unanimité. Je trouve pas que ça soit intéressant. Ok. Bon. Tu fais l'unanimité, du coup, les gens vont. Tu vois, on est dans une sorte de. Eh ben, je pense que t'es bien tombé. D'entre-soi. Excuse-moi, vas-y. Je pense que tu es bien tombé du coup. Et du coup, par contre, pour parler beaucoup plus sérieusement, je tiens vraiment à t'encourager dans ta démarche parce que cette idée de création de podcast, moi, si j'y ai répondu favorablement presque sans me poser de questions, c'est parce que je suis en cohérence avec ce que je dis déjà depuis un moment dans mes vidéos. C'est que on manque de créateurs de contenu liés à l'animation, donc qui voient un peu plus ça de manière structurée. Et en fait, je pense justement que ce soit pour moi comme pour les autres, entre guillemets, youtubeurs de l'animation. Donc, tu sais, il y a Ludianime, Valentin Monnier, les jeux originaux. Eh bien, on ne pourra jamais parler à tout le monde. Donc, du coup, je pense, et justement, j'encourage le fait de dire s'il y a des projets, s'il y a des démarches, s'il y a du contenu, s'il y a des méthodes, des ressources, des projets comme le tien à vouloir mettre en place pour justement aider les encadrants pédagogiques à pouvoir poursuivre aussi un petit peu leur réflexion, leur formation continue et voir aussi avoir leur réflexion sur leur pratique au-delà de ce qu'ils peuvent trouver dans les structures physiques officielles. Eh bien, j'encourage vraiment la démarche vivement. J'incite tous ceux et toutes celles qui ont des choses à transmettre, du contenu à revendre, que ce soit de manière gratuite ou payante,
à le faire. On ne pourra jamais parler à tout le monde. Donc au plus on sera à transmettre du contenu, au plus on relèvera le niveau global des encadrants pédagogiques sur les différents espaces du terrain. Donc au-delà de te remercier, je tiens à t'encourager Hugo pour cette démarche. Merci. Bon, bah, c'était un plaisir. Du coup, je te tiens au courant. Ouais, je te souhaite une bonne journée. Bon courage pour le confinement. Moi, j'avoue, je suis à Barcelone, donc du coup, j'ai pas trop de problème. Mais bon courage pour toi. Eh bien, moi, écoute, je suis dans le Nord-Pas-de-Calais et confiné, zone rouge, la totale, voilà. Eh bien, Hugo, je te remercie aussi pour ce temps. Je te remercie pour cette demande, cette démarche. Ben oui, on se tient au courant et puis j'espère qu'on se recontactera et qu'on restera en contact au moins à travers Internet et qu'on pourra au moins un minima continuer à s'observer de loin. C'est ça. Ok. Ouais, ciao, ciao. Ça marche. Bonne journée. Ciao, ciao. Bon appétit.